Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de février 2022. Alors ce coup-ci, pas grand chose à dire de spécial avant de commencer, donc on peut commencer direct. Donc on entame cette vidéo avec les tomes 13 et 14 de Stranger Case par Kyo Shirodaira pour l'œuvre originale et Shashiba Katase pour le manga. Le tout édité chez Pika Édition. Alors ces deux tomes concluent l'arc avec la femme des neiges qui était très sympathique et font un petit arc dans le passé qui nous montre une collaboration entre ces deux personnages-là. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs avec cet arc dans le passé, c'est qu'on nous révèle le mobile du coupable avant, parce que en fait c'est un flashback qui est raconté, mais en l'occurrence le personnage qui le raconte dévoile la fin juste avant de le raconter. Et pourtant il y a quand même un traitement de l'information au moment où le coupable révèle son mobile, qui fait abstraction totale du fait que nous on le sait déjà. C'est vraiment présenté comme une révélation ou comme en tout cas un nouvel élément alors que on le sait déjà en fait. Donc bon, ça c'est un petit peu bizarre, mais bon, après tout pourquoi pas. Stranger Case, si vous connaissez pas, je vous le conseille vraiment parce que c'est en gros une histoire plus ou moins d'enquête, de mystère, de qui est le coupable, etc. Mais avec des yokai. Et le truc qui est sympa dans cette série notamment, c'est que généralement les révélations se font en plusieurs temps, de manière à ce qu'en fait avec le recul t'aies eu le droit à plusieurs fins, tout en ayant une seule fin qui est valable et véridique. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais vous donner un petit exemple de comment ça se passe, comment ça peut se passer notamment de temps en temps dans Stranger Case. Par exemple, imaginons qu'il y a une affaire de meurtre et que les proches du mort donc sont réunis parce qu'il y a une enquête et donc notre personnage principal va, suite à ces enquêtes et peut-être ses contacts avec des yokai qui vont lui donner des informations et tout, nous dire qui est le coupable, nous dire à toute la famille du défunt qui est le coupable. Et bien dans ce scénario hypothétique qu'on a choisi, c'est fréquent que par exemple notre personnage principal mente à plusieurs reprises délibérément sans nous le dire à nous lecteurs que c'est un mensonge. Donc elle fait son exposé en mode voici les indices, nanana, c'est vous le coupable. Mais elle ment, mais nous elle nous le dit pas. Donc nous on croit que c'est vraiment on suit le raisonnement, on se dit oui ça fait sens, machin, c'est ça doit être lui le coupable. Sauf que bien sûr, quelques pages après, elle révèle à tout le monde que non c'était un mensonge. Et qu'en fait la vérité c'est plutôt ça. Et que si elle avait menti c'était justement pour amener un certain état d'esprit aux personnes, pour qu'elles soient plus promptes à accepter telle ou telle idée. Vous voyez, c'est genre vraiment elle a 600 coups d'avance et elle ment pour mettre les gens dans tel état d'esprit, pour ensuite leur dire la vérité et leur montrer les contradictions de la première théorie, pour que voilà ils mettent tous les pièces du puzzle un peu dans leur tête. Et ça c'est assez cool parce que mine de rien, dans le cas de figure que je vous ai décrit, on a le droit à deux fins, nous, en tant que lecteurs. Parce que d'un coup, au premier abord, on a la résolution qui est un mensonge, mais nous, on ne sait pas que c'est un mensonge au début. Donc on y croit, donc on se dit, ah, malin, ok, c'est lui le coupable, ça fait sens, machin. Puis elle dit qu'elle ment, elle explique pourquoi, et on fait, ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Et ensuite, elle nous donne la vraie résolution. Et donc là, on a encore ce sentiment de nouvelle fin, ce sentiment de, ah oui, c'est lui le coupable, ça fait sens, etc. Donc en fait on a le droit à deux fins tout en ayant une seule qui soit vraie. Mais nous on a vécu comme si on avait eu deux fins. Et ça je trouve ça très très cool comme approche. D'autant plus que de temps en temps il y a même encore un petit twist à la fin où quand elle part avec son petit ami, elle est là, elle est en mode oh là là j'ai dû encore leur mentir parce qu'en fait le vrai coupable c'était un truc un peu plus problématique et du coup ça règle la situation de manière plus sympathique en ayant légèrement menti sur les détails pour pas qu'ils sachent que en fait je sais pas, leur mère les détestait depuis toujours ou bon voilà, c'est des trucs comme ça. Mais du coup on se retrouve vraiment des fois avec deux ou trois fins différentes qu'on vit comme des vraies fins, comme des vraies résolutions de l'enquête, mais qui s'avèrent être des fins fausses en fait. Et ça j'aime bien, parce que y a vraiment, ça marche bien en fait. Bon alors forcément au fil des tomes, là je commence à m'y habituer quand il y a ce genre de truc. Donc quand elle dit à un personnage, alors voilà il s'est passé ça, le coupable c'est lui. Bon je commence à me méfier maintenant, mais c'est quand même super comme approche et j'aime beaucoup l'idée. Alors j'espère que je ne l'ai pas gâché à qui que ce soit, parce que peut-être que du coup vous allez vous méfier aussi maintenant, si vous vous y mettez.
Mais dans tous les cas, Stranger Case, c'est très sympa comme manga d'enquête. Et tu sens en plus que l'auteur a vraiment... alors je sais pas si c'est l'auteur original ou le mangaka qui écrit les postfaces. Je vous avoue que j'ai pas fait très attention. Mais notamment, il exprime son intérêt pour les romans justement d'enquête. Et il vit vraiment son œuvre comme un vrai polar, un vrai... faut trouver le coupable, faut faire ça, faut faire ci, faut... Il y a vraiment... On sent que l'auteur est vraiment influencé par les romans d'enquête et ce genre de trucs. Donc, c'est vraiment très très sympa. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont passés à côté, même s'il y a eu un animé à un moment, il m'a pas l'air d'avoir spécialement marché. Donc, je vous le conseille, et si vous n'êtes pas trop au manga, j'ai pas vu l'animé, mais je suppose que ça s'équivaut, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ensuite, on a affaire à la conclusion du troisième arc de Re:Zero, donc Truth of Zero. Le dessin par Daichi Masuse, l'histoire par Tapei Nagatsuki et le character design par Shinichiro Otsuka. D'ailleurs, en vous lisant les... C'est chez Ototo. En vous lisant les rôles, je viens de me rendre compte que c'est écrit en anglais pour une raison obscure. C'est marqué art au lieu de dessin, c'est marqué story au lieu de scénario. C'est assez spécial, mais pourquoi pas. Alors la conclusion de ce troisième arc s'était fait attendre un petit peu parce que cet arc est beaucoup plus long que les autres de Re:Zero qui sont parus en manga pour le moment en France. Et voilà, c'était un arc globalement que je dirais plutôt sympa. Mais je vous avoue que vu que ça s'est fait sur le assez long terme et qu'en plus il y a des moments où j'ai mis assez longtemps à acheter les tomes, j'ai un peu de mal à avoir une vision globale de l'arc. Mais il me semble que j'ai passé un plutôt bon moment, qu'il y avait des trucs plutôt sympas. Et j'ai pas énormément de choses à redire, ni énormément de choses à féliciter. Donc Re:Zero, j'ai toujours été un petit peu plus distant que certains vis-à-vis de cette œuvre, tout en l'appréciant. Donc voilà, je suis pas un gros fan, mais je suis pas non plus insensible à ce que propose Re:Zero. En fait, je pense que je serais vraiment curieux une fois que ce sera fini Re:Zero d'une manière ou d'une autre, soit en manga, soit en animé, je sais pas. Je serais curieux de me voir un peu the big picture, comme diraient les anglophones. Vous voyez, de prendre un peu de recul et de voir ce que ça vaut sans interruption, en profitant de toute l'histoire de manière un peu plus concise. Ça pourrait valoir le coup. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment, j'ai fini l'arc 3 en manga. Et ça, c'est très cool. Mais, devinez quoi, après l'arc 3, il y a l'arc 4. Et ouais, Re:Zero arc 4... Donc je vais laisser les arcs 3 là sur le côté parce que je vais parler de Re:Zero en général à mon avis à un moment ou à un autre. Donc l'arc 4 de Re:Zero, on remarque d'ailleurs que les numéros sont différents. Vous voyez là c'est pas les mêmes. Là, vous voyez genre là le 1 c'est un bâton, bah là c'est un vrai 1. Ce qui est sympa parce que mine de rien, le gros problème des trucs Re:Zero, c'était que quand tu regardais sur la tranche, t'avais des grosses difficultés à différencier les deux. Bon, si tu sais lire, normalement tu les différencies, et pareil, il y a les re qui changent de couleur il me semble. Mais c'est le genre de truc, vous voyez, si, si vous êtes au collège et que vous voulez des tomes de Re:Zero, que vous le dites à vos parents, il y a moyen qu'ils se trompent quoi, donc ça j'ai toujours trouvé ça un peu dangereux. D'ailleurs cet arc 4, ce n'est pas la même personne pour le dessin. Pour le dessin on a Haruno Hattori. Pour le script, on a Yu Aikawa. Pour l'histoire, on a la même personne, donc Tapei Nagatsuki. Et pour le character design, on a toujours Shinichiro Otsuka. Cet arc est très intéressant, notamment parce qu'il y a une incursion du monde réel. Alors pas une incursion directe, hein, personne ne revient dans le monde réel directement. Mais ce genre de truc dans les isekai où le monde réel intervient, c'est toujours assez spécial et c'est parfois maîtrisé, parfois non selon les œuvres. Là en l'occurrence c'est plutôt bien maîtrisé étant donné que comme je vous ai dit c'est pas le vrai monde réel mais il y a quand même des éléments du monde réel qui reviennent. Quoi qu'il en soit, ce genre de truc ça peut... c'est mine de rien c'est assez surprenamment une direction qui n'a pas été trop prise par les isekai de manière générale d'interagir avec le monde réel. C'est quelque chose qui arrive assez peu au final. Vous voyez généralement le héros va vraiment adopter son nouveau monde et s'y consacrer pleinement et ne plus... Enfin, il va repenser au monde réel de temps en temps, mais il n'y a pas vraiment de moment où il va retourner dans le monde réel, où il va... quelqu'un du monde réel va venir, ou quoi que ce soit. Ça arrive assez rarement, alors que c'est une piste scénaristique assez intéressante en soi.
sur le papier. Mais bon, là je diverge un peu parce qu'encore une fois, dans ces tomes-ci, il n'y a pas vraiment le monde réel, c'est juste qu'il y revient d'une manière un peu directe. Bon voilà, je vais pas entrer dans les détails. Ce quatrième arc en tout cas a l'air prometteur lui aussi, notamment parce qu'il y a l'introduction d'un nouveau personnage qui est elle, qui est plutôt intéressant et qui peut amener un lore plutôt intéressant avec elle et des personnages plutôt intéressants s'ils apparaissent dans l'histoire. Probablement plus tard à mon avis, hein, ils vont pas faire apparaître tous les personnages en même temps. Mais franchement, Re:Zero, ça reste une série très très sympathique. Alors, ensuite on va s'attaquer à un plutôt gros bloc, bon pas si gros que ça mais quand même un petit peu. Les 5 il me semble, oui c'est ça, tomes de Tombée du ciel par les éditions Meian. Donc Surano Toshimono, hein, pour les connaisseurs, pour ceux qui étaient là à l'époque de l'anime. Donc par Sumi Nazuki. Hop. Donc je vais vous montrer les jaquettes une par une. Donc on a le tome 10, le tome 11, le tome 12, le tome 13 et le tome 14. Alors l'histoire avance de manière plutôt satisfaisante, hein, et d'ailleurs il me semble que là on est vraiment, parce que j'avais des doutes à quelques moments parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu l'animé, mais il me semble qu'on est définitivement hors territoire de l'animé là, en tout cas hors territoire des séries animées, parce que je sais qu'il y a eu des films mais je les avais pas vus à l'époque. Bon, comme vous voyez, vu qu'il y a 5 tomes, c'est que j'ai mis un peu de temps à les lire, hein. En plus de ça, Meian s'est mis récemment à les sortir 2 par 2, donc vraiment ça se cumule assez vite en fait. Un peu moins vite vu qu'il y a eu les pénuries de papier et tout qui ont fait qu'ils ont décalé plusieurs sorties plusieurs fois. Meian ils ont beaucoup décalé. Donc un peu à mon avantage dans un sens parce que vous seriez peut-être retrouvé avec 8 tomes d'un coup sans les, sans les pénuries. Mais quoi qu'il en soit, là on est déjà au tome 14 mine de rien. Tome 14 qui veut dire que sachant qu'il y a 20 tomes, on est aux 3/4 de la série. Déjà ça passe très très vite. Et c'est très très cool comme série vraiment. Je le répète parce que je le répète à chaque fois, mais franchement... je me sens obligé de le répéter tellement c'est... Tellement... Franchement, pour moi ça reste et c'est toujours la sortie du siècle. La sortie du siècle, la sortie manga du siècle. C'est difficilement... On peut difficilement aller au-dessus pour moi. Ça veut pas dire que c'est le manga du siècle, ça veut vraiment dire que parmi tous les mangas dont j'ai vécu la sortie, celui qui m'a rendu le plus BA, quoi, c'est celui qui m'a fait me dire... Quoi, ils sortent ça, mais c'est génial. Parce que, encore une fois, moi j'étais déjà fan de l'animé il y a une dizaine d'années déjà. Et quand ils ont annoncé ça, j'étais ultra surpris parce que, encore une fois, il n'y avait aucune actualité sur Tombée du ciel. C'était plus ou moins mort comme licence. Et là, Meian, ils disent, ah, allez, on sort tout. Je suis super content. Et donc, je vous le répète, je vous le... Franchement, si demain, Tombée du ciel, ça devient le truc ultra connu que tout le monde adore, ce sera mérité en fait, parce que c'est vraiment une super série. Mélange de heishi, de comédie, mais avec des moments d'émotion et de sérieux qui passent tellement bien. Un dessin qui peut passer du chibi rigolo au truc super cool, super classe, dans la même page. C'est vraiment un mélange de sérieux, d'humour et de heishi. Très très bien dosé et très très bien maîtrisé. Vraiment d'une page à l'autre, on peut passer d'un truc ultra drama à un truc ultra comédie potache rigolo. C'est un chef-d'œuvre, je trouve, Tombé du ciel. Au sens, un manga très très bien maîtrisé. Et je vous invite très 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 fortement à vous y mettre ou à tester si vous voulez. Si vous avez une once d'espoir que ça peut vous plaire, je vous invite vraiment à vous acheter le tome 1 et à lire et à vous demander ah est-ce que cette prémisse me plaît, ou à regarder l'animé. Si vous regardez l'animé, vous allez voir, c'est très sympa. Donc voilà, après je veux pas trop faire ma propagande non plus, j'aime pas trop quand les gens font ça de manière générale. Mais en toute franchise, c'est un manga qui vaut le coup d'après moi. Et c'est surtout un manga qui a une chance incroyable de revenir sur le devant de la scène en France. Enfin même de venir sur le devant de la scène en France, parce qu'il n'a jamais été popularisé en France en soi, hein. Les seules personnes qui connaissaient Tombée du ciel, c'est des gens qui l'ont vu en sous-titré sur internet, hein, on va pas se mentir. Et donc là, vous avez l'occasion d'y accéder, je vous invite à sauter le pas. Même acheter le tome 1 à 1 € d'occasion en mauvais état. Je dis pas que vous allez être conquis, hein, mais je vous invite vraiment à tester. Parce que pour moi, c'est une des sorties qui mérite vraiment. Et j'aurais
pour être franc, je vous ai dit que c'est la sortie du siècle parce que c'est la sortie qui m'a le plus surpris et qui m'a le plus personnellement touché. Mais je vous avoue que même en imaginant le scénario de mes rêves, j'ai vraiment du mal à imaginer qu'une sortie puisse aller au-dessus maintenant. Hein. Faudrait vraiment que genre Meian sorte une... Enfin Meian, faudrait vraiment qu'un éditeur sorte une série qui date d'à peu près la même période que Tombée du ciel et qui est autant, si ce n'est plus, de facteurs nostalgie vis-à-vis de moi, ce qui est assez peu faisable quoi. Vraiment, la seule série qui me viendrait à l'esprit c'est Bigata HK. Et encore, même s'il sortait Bigata HK, déjà je sais pas ce que vaut le manga, parce que là on va pas se mentir, le manga est carrément au niveau de l'animé. Vous voyez, enfin, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu l'animé, mais c'est pas tu sens que c'est un vrai manga qui vaut le coup, quoi. C'est pas un manga bidon et l'animé est bien. C'est vraiment, les deux sont bien là, clairement. Et Bigata HK, je sais pas ce que vaut le manga. Et en plus de ça, mine de rien, Tombée du ciel avait le facteur surprise aussi. Parce que après Tombée du ciel, ils ont sorti Masamune-kun's Revenge, qui est aussi un peu dans la même catégorie d'animé que j'ai vu il y a longtemps et que je pensais pas qu'il sortirait un jour en France. Et le truc c'est que, bon déjà c'était un peu moins vieux Masamune-kun's Revenge, donc j'avais moins d'affect, enfin moins de nostalgie. Mais en plus de ça, le fait que c'était le deuxième et pas le premier, ça fait forcément que la sortie était moins impactante. Donc faudrait vraiment qu'ils sortent un truc de l'Akabi de Bigata HK au niveau nostalgie pour moi. Mais d'une manière très surprenante, je vois pas comment ils pourraient faire ça franchement. Donc voilà, pour moi, ça sera peut-être la sortie du siècle de manière indétrônable. Donc je vous invite très clairement à jeter un œil, ne serait-ce que pour me dire j'ai lu, j'ai pas aimé, t'es nul. Et mais je serais content quand même parce que vous aurez lu, vous aurez laissé sa chance. Alors, je vous invite vraiment à y aller. Alors, la vidéo suivante, c'est 50 nuances de gras par Doki Doki, et l'auteur c'est Sinek Dosh. Donc il y a le tome 5 et 6. Donc 50 nuances de gras, c'est un Eishi sur des créatures fantastiques qui vont dans notre monde, mais qui doivent faire un régime pour une raison X ou Y. Et en gros, c'est plus ou moins un Eishi qui trouve une excuse à chaque chapitre pour donner des conseils de régime ou de santé ou ce genre de trucs, ou de sport, enfin vous voyez. Et voilà, c'est une série sympathique mais pas extraordinaire, que j'ai même tendance par moment à trouver un peu moyen quoi, mais qui a quand même le sacré avantage d'être quelque chose d'assez unique en fait, parce que mélange de Eishi, de conseils de régime, avec des créatures fantastiques et tout, c'est assez original, on va pas se mentir, et c'est assez dur de mettre ça dans une case. C'est alors ça se rapproche quand même des trucs à la Monster Musume, mais il y a quand même suffisamment d'originalité pour que la comparaison soit pas 100% pertinente. C'est une comparaison qui reste quand même assez pertinente, hein, j'ai fait plusieurs fois, mais vu qu'il a sa propre singularité, on peut pas vraiment dire qu'il vaut pas le coup parce qu'il est moins bien que Monster Musume, parce que bah il a d'autres arguments aussi. Même si, bon, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il me semble, mais je suis pas fan de l'approche... Enfin, quoique ça peut avoir son avantage sur le long terme, en fait, ça dépend comment c'est géré sur le long terme, mais je suis pas super fan pour l'instant de l'approche vis-à-vis des personnages secondaires, qui est de plus ou moins faire de n'importe quel personnage secondaire un personnage principal le temps d'un chapitre, de manière un peu aléatoire. C'est-à-dire que à chaque chapitre, vous pouvez être sûr qu'il y aura Elufuda, donc elle, celle qui est sur les couvertures, vu que c'est le personnage principal, et le gars qui s'occupe d'elle, je connais plus son nom, désolé, c'est plus ou moins l'autre personnage principal. Mais par contre, pour ce qui est des autres persos du chapitre en cours, vous pouvez plus ou moins prendre n'importe quel personnage secondaire féminin. C'est-à-dire vous prenez 2 ou 3 personnages secondaires féminins de l'œuvre au hasard, vous les mettez dans le chapitre, et ça choque pas en fait. C'est dans tous les chapitres, il y a plus ou moins un casting différent. Sachant qu'ils introduisent 1 ou 2 personnages à chaque tome, ça devient un peu... Vous voyez, c'est un peu ce côté, le personnage secondaire du chapitre d'avant, bah d'un coup, qu'on a découvert le chapitre d'avant, bah d'un coup ça devient des personnages principaux, mais quand il a le temps, quoi. Donc c'est un peu bizarre, vraiment. C'est une approche qui peut faire un peu bizarre, qui peut ne pas plaire dans le sens où...
bah on s'en fiche un peu de ce personnage. Vous voyez, il n'y a pas eu de développement, si on n'a pas eu le temps de s'y attacher, on n'a pas... Il y a clairement des personnages qui sont calibrés pour être des personnages secondaires, mais qui sont souvent dans la bande du héros, quoi. Et je trouve ça un peu bizarre. Même si, encore une fois, comme j'ai dit, sur le long terme, ça pourrait avoir l'avantage de justement rendre ces personnages secondaires dont on se fichait un peu attachants. Parce que forcément, si tu exposes le lecteur à ces personnages secondaires encore et encore et encore et encore, bah dans sa tête ça va finir par devenir un personnage principal. Mais ça c'est un pari un peu risqué je trouve, parce que bah, si tu lasses le lecteur avant que ce personnage secondaire devienne important à ses yeux, il y a moyen qu'il s'en aille, quoi. Donc bon, voilà. Après c'est une plainte très technique, hein, j'ai envie de dire, c'est pas forcément si embêtant que ça à la lecture. Mais c'est le genre de truc qui me surprend en fait dans ce manga, c'est que vraiment n'importe quel perso secondaire féminin, n'importe quel waifu est traité comme un personnage principal, comme ça, au détour d'un chapitre, puis le chapitre d'après on le voit pas, puis le chapitre d'après on le voit pas, et le chapitre d'après c'est un des personnages principaux de la bande. Donc voilà, donc en soi les seuls persos vraiment principaux c'est Elufuda et le gars qui s'occupe d'elle. Mais dans l'absolu, j'ai l'impression que tous les personnages secondaires sont au même niveau, ce qui est vraiment très bizarre. Ensuite, on est parti pour Sensei School, l'école des héros, par Philippe Cardona et Florence Torta. Il me semble qu'il y en a un qui est au scénario et au dessin, et l'autre qui est au scénario et à la colorisation, ou quelque chose dans ce style-là. C'est pas précisé sur la couverture, donc je m'excuse si c'est pas ça. Et c'est aux éditions Camille. Ce qui est intéressant, parce que moi, j'ai acheté ce manga dans un Nose, oui, à 2 € il me semble. Ouais, 2 €. D'ailleurs ça me choque parce que même le Nose, ils ont augmenté les prix de leur manga. C'est dingue ça. Parce qu'avant c'était 1 €, enfin c'était genre 99 centimes un manga il me semble. Voilà, donc je l'ai acheté parce que je suis tombé dessus dans un Nose et que bah, c'est pas cher déjà dans un Nose. Et en plus j'en avais entendu parler parce qu'il me semble que c'était publié par Olidri. Enfin par vous voyez, l'éditeur de tout ce qui est Noob, etc. Et justement, donc là j'ai vu ça sous une autre édition, je me suis dit que j'allais tester. C'est donc l'histoire d'une bande de personnages originaux qui vont dans une école de Super Sentai, une école de héros. Les Super Sentai c'est les héros japonais à la Power Rangers, hein, bien sûr. Et donc qui apprennent à être des héros, mais en fait chaque chapitre est plus ou moins une parodie de quelque chose. Et il y a extrêmement... Je pensais pas que ce serait aussi parodique, aussi ouvertement, à vrai dire. Vu qu'il y avait tout un cast de persos originaux, je pensais pas qu'il y aurait autant de références et qu'il y aurait carrément des caméos de personnages... de parodies de personnages très connus. Mais en fait il y en a tout le temps. C'est une full parodie en fait. C'est au même niveau que tout ce qui est les parodies Gecko, vous voyez, tout ce qui est Naruzozo... Death Joke, etc. C'est du même acabit en fait, c'est vraiment des parodies qui vont à fond les ballons et qui font parfois un peu n'importe quoi avec les trucs qui parodient, mais bah, c'est un peu le concept quoi. Donc comme vous pouvez le voir d'ailleurs, il y a le petit chien Goldorak là, et ben, c'est pas une exception. Moi je me disais peut-être c'était un truc sérieux avec quelques références par-ci par-là, notamment ce chien Goldorak, mais non, il y a vraiment Batman qui débarque à un moment, il y a vraiment Yugi de Yu-Gi-Oh! Bon, bien sûr il change un peu les noms pour être sûr de ne pas avoir de problème, mais c'est vraiment une parodie qui chaque chapitre, au bout d'un moment, ça prend une licence et puis ça la parodie. Il y a un chapitre Olivier Tom à la fin, donc bon. Captain Tsubasa pour la version japonaise. Donc, c'est déjà un truc qui surprend un peu, que ce soit autant parodique, mais pourquoi pas après tout. Et on peut voir, d'ailleurs il me semble qu'ils disent au début que ça vient plus ou moins d'un fanzine à la base, donc ça explique un peu ce côté parodique. Et d'ailleurs vous vous demandez peut-être pourquoi c'est vos éditions Camille, vu que je vous ai dit que j'en avais entendu parler parce que c'était édité par Olidri. Alors, le truc c'est que si ma mémoire est bonne, ça a été édité par 3 éditeurs différents. Donc Camille ils ont plus ou moins fait faillite il me semble, enfin je sais pas pourquoi ils ont arrêté mais c'est le truc qui me vient à l'esprit. C'est les mêmes qui ont édité Dears il me semble, Camille d'ailleurs. Le truc... c'est que ce manga là il a pas voulu mourir et il me semble qu'il est toujours en cours aujourd'hui aux éditions Olidri, donc ou en tout cas il est toujours comment on dit en français, relevant, vous voyez, il est toujours d'actualité, parce que comme je vous ai dit j'en ai entendu parler il y a pas si longtemps, donc c'est qu'il y avait une actualité dessus, c'est qu'il y avait un truc à dire quoi. Donc c'est assez cool que ce manga qui me semble-t-il est français, hein, ça paraît plausible, ne veuille pas mourir et persiste à
à se mettre sur le devant de la scène. Et je suis content d'avoir pu le tester. Alors après, ce genre de parodie, le truc c'est que pour que ça marche bien, vraiment bien avec quelqu'un, faut qu'il connaisse vraiment bien le matériau de base. Ce qui fait que par exemple moi quand j'ai lu ça, quand j'ai lu ce tome, le chapitre parodie du Yu-Gi-Oh m'a vraiment parlé, alors que le chapitre parodie de Captain Tsubasa m'a parlé de loin quoi. Donc le truc c'est que ça dépend beaucoup de ce que ça parodie. Et le fait est que c'est plutôt des parodies de vieux si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de parodies de trucs qui passaient sur le Club Dorothée, vous voyez, de XOR, de ce genre de trucs. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait de Lovina, de ces délires-là, quoi. Ça m'étonnerait beaucoup que... déjà, ça date un peu. Déjà, ce tome-là en particulier, c'est quoi, les années 2000, ça Donc ça, c'est sorti pendant les années 2000. Donc forcément, le ref aux gens qui ont écrit ça pendant les années 2000, c'était plutôt les années 90, tout ça. Voire plus loin. Donc je me dis que, bon... Il y a des références qui me parlent des années 90 et des années début des années 2000, tout ça. Notamment tout ce qui est Yu-Gi-Oh, etc. Bon, bah, ça par exemple, j'avais. Mais je me dis que pour peu que je tombe sur un tome où il n'y a que des rêves que j'ai pas trop, bah, je serais un peu... Il y a moyen de s'ennuyer un petit peu. Donc bon, c'est un peu un pari à prendre, ça. Je sais, si j'achète le deuxième tome, on verra bien. Mais voilà. Et puis en plus, le fait que j'ai commencé avec le tome 1 d'une édition qui est morte, je me demande s'il y a des différences avec l'édition Olydri. Je pense que les tomes doivent être l'équivalent les uns des autres, donc ça devrait aller, peu importe l'édition que je prends, si j'achète le tome 2. Donc voilà, donc si je tombe dessus, le tome 2 je lui laisserai peut-être la chance, mais pas un trop gros prix, parce que ça reste des parodies, et les parodies, c'est sympa, mais c'est très dur de faire une parodie qui atteint un niveau d'œuvre légitime en elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Souvent une parodie, on se dit c'était bien pour une parodie. Pas, on met rarement ça au même niveau que les œuvres pures. Vous voyez ce que je veux dire, pures. Bon, vous avez compris l'idée quoi. Et donc, on est sur le dernier tome de cette vidéo qui est le tome 10 de Danmachi, la légende des Familias, l'histoire par Fujino Omori et le dessin par Kunieda, et aussi le character design par Suzuhito Yasuda, donc c'est aux éditions Ototo. Alors c'est le dernier tome de Danmachi, la légende des Familias, et quand j'ai vu ça j'étais assez surpris, je vous avoue. Parce que quand j'ai vu ça j'étais un peu en train de fouiner, de regarder un peu toutes mes séries, lesquelles allaient bientôt finir, en regardant le nombre de tomes qui restaient à sortir, etc. Et je m'attendais pas du tout à ce que celle-ci en fasse partie en fait. Je me disais juste que les tomes tardaient à sortir, parce qu'il faut avouer qu'ils sortent assez lentement, hein. Pour tout vous dire, Danmachi Sword Oratoria, qui est le spin-off qui se passe plus ou moins en parallèle, va bientôt l'atteindre le tome 10 à vrai dire. Donc c'est c'est pour ça que c'est assez lent, et je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit, parce que justement c'était fini en fait. J'attendais qu'il y ait le tome 11 et 12 qui sortent moi, parce qu'à l'époque j'achetais encore les mangas 3 par 3. Du coup c'était une surprise, et je me suis dit bon bah au moins il y a Sword Oratoria pour reprendre le flambeau, et je pourrais quand même suivre l'histoire. Mais je trouvais ça un peu bizarre. Et en fait, j'ai bien fait de trouver ça bizarre, parce que il s'avère qu'il y a la suite en manga qui va sortir en fait en France bientôt. Donc ouais, en fait c'est pas vraiment fini, c'est un peu, on est un peu sur du truc à la Re:Zero ou à la Bunny Girl Senpai, vous voyez, avec des tomes par arc. Donc c'est un peu le délire en fait. J'ai l'impression que l'idée c'est qu'on passe à un nouveau cap dans l'histoire, et que du coup la série change un peu de nom et recommence au tome 1. Mais ça reste la suite. Donc en fait c'est pas vraiment fini Danmachi. Et voilà, donc pour ce qui est de ce tome 10, j'ai pas trop d'avis sur la question, parce que c'est un tome 10 quoi, donc c'est le tome de fin quoi, donc il combat le gros monstre, et puis il gagne, et puis bon, c'est parti pour de nouvelles aventures. Oh là là, les méchants complotent quelque chose dans l'ombre. Tan tan tan. Puis voilà, et puis en fait on aura la suite après. Et en plus, moi vu que, comme je vous ai dit, les tomes mettent du temps à sortir, en plus je mets du temps à les acheter, et en plus je mets du temps à les lire. Donc j'étais un petit peu détaché de ce qui se passait, je me souvenais plus des détails de ce qui avait commencé cette bataille là. Donc voilà, un petit peu détaché de cette fin qui de coup n'en est pas une, heureusement dans un sens, comme ça je pourrais continuer l'histoire tranquillement. Et voilà. Après je suis curieux, si vous avez l'info, je la veux bien, de vis-à-vis de l'animé, est-ce que ce manga correspond à la première saison de l'animé? Parce que en fait j'ai les DVD de Danmachi quelque part dans un coin là. Et comme je regarde pas j'évite de regarder un animé et de lire le manga en même temps, je les ai jamais regardés.
Mais je me dis que vu que là, si j'ai passé la fin de ce que j'ai dans mes DVD, peut-être que je les regarderai un de ces quatre. Donc, si vous avez l'info, est-ce que l'animé, correspondance animé manga vis-à-vis de ce manga, je la veux bien. Voilà. Donc, on va conclure avec celui-ci aussi. Hein. Et donc, le manga coup de cœur du mois de ce mois de février 2022 est Tombé du ciel. Alors, sans aucune surprise, hein, je pense, parce que c'est celui dont j'ai eu le plus de temps. Et vraiment, j'ai le sentiment que ce sera définitif ma sortie du siècle. Donc, à part si je vis plus d'un siècle, et c'est assez peu probable, je pense que ce sera indétrônable. Et c'est vraiment un manga très très sympathique. J'adore ce manga, je vous le conseille encore toujours. J'ai fait beaucoup de propagande pour, donc je vais éviter d'entrer trop dans les détails encore une fois. Mais Tombé du ciel, franchement, Sorano Toshimono, si vous voulez voir l'animé, c'est très très sympa. Alors du coup, nous y voilà, c'était les lectures de février 2022. Donc il y en a quand même moins qu'en janvier, on va pas se mentir. Hein. C'était des petites lectures sympas, malgré tout, rien de transcendant, je trouve, ce mois-ci. Les tombées du ciel, c'était vraiment sympa, hein, et puis le reste aussi, comme j'ai dit, mais il n'y avait pas de gros trucs vraiment super cool, à part les tombées du ciel. Donc voilà, un petit mois tranquille, un petit mois... des lectures enrichissantes dans un sens. J'ai pu mine de rien finir un arc de Re:Zero, finir Danmachi Legend des Familias, commencer Sentai School, bien avancé dans Tombé du ciel et avancé tout court dans Stranger Case. Donc mine de rien, il y a du commencement, il y a de la fin, il y a pas mal de trucs, mais ça reste une lecture assez standard. Donc c'est pas mal de temps en temps aussi, parce que pas besoin d'avoir 30 000 découvertes et 30 000 trucs génialissimes dans un mois. Parfois un mois un peu plus calme, mais tout aussi sympathique, ça fait du bien aussi. Donc voilà, c'était Japanman, à plus.